Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui a à propos d'un thème très important qui est le spina bifida. Le terme spina bifida vient du latin colonne vertébrale fondue, qui en fait une bonne description, car le spina bifida est une malformation congénitale où le tissu sur le côté gauche et droit du dos, qui vient normalement sur la moelle épinière pour le protéger, ne vous rejoignez pas complètement pour former un joli joint, laissant derrière vous divers degrés d'ouverture jusqu'au milieu du bas du dos. Très tôt dans le développement fœtal, l'ectoderme, qui est la couche externe de l'œuf fécondé, commence à développer une petite crête qui finit par devenir le type neural. Ce type neural devient la moelle épinière, le cerveau, ainsi que les tissus qui les entourent et les protègent. Après les méninges et le spina bifida se produit lorsqu'une partie de ce type neural ne se ferme pas correctement, généralement dans le bas du dos. Cela constitue un défaut ou une absence des arcs vertébraux en raison de l'incapacité du mésoderme à s'organiser sur la région du défaut. Et cela peut impliquer en non les méninges sous-jacentes et le tissu neural. D'accord, il existe donc trois principaux types de spina bifida. Le premier est le myéloméningocèle, également appelé méningoméningocèle. Ici, le plus grave des trois, il se produit lorsque la moelle épinière et les méninges environnantes sortent d'une ouverture dans les vertèbres osseuses et sont maintenus ensemble par un sac de peau qui sort de l'arrière. Dans les cas très graves, il n'y a pas de peau du tout et les nerfs de la moelle épinière sont donc exposés, une condition appelée spina bifida ouvert. Et cela peut causer de graves dommages aux nerfs exposés ainsi que risquer une infection, entraînant des symptômes tels qu'une perte de sensation ou une paralysie dans les zones du corps situées sous le site endommagé, des problèmes de vessie ou de selle, des convulsions ainsi que des déformations des jambes et des pieds. Maintenant, un myéloméningocèle est généralement associé à une affection appelée malformation d'Arnold-Chiari type 2, qui est l'endroit où les tissus cérébelleux et le tronc cérébral glissent dans le foramen magnum, qui est l'ouverture à la base du crâne. Cette malformation d'Arnold-Chiari type 2 entraîne une variété de symptômes liés au cervelet et entraîne souvent une hydrocéphalie, qui est une accumulation anormale de liquide céphalorachidien dans le cerveau. D'accord, le deuxième type de spina bifida est la méningocèle, parfois appelée kyste méningique. Dans cette condition, les déformations vertébrales prénatales entraînent uniquement le glissement des méninges et non des nerfs rachidiens, dans les espaces entre les vertèbres déformées. Ici, la forme la moins courante de spina bifida, et comme la moelle épinière elle-même n'est pas endommagée, ces personnes ne présentent souvent pas les symptômes graves observés dans le myéloméningocèle. Enfin, on a le troisième et le dernier type qui est le spina bifida occulta. Ici, la forme la plus courante et la plus bénigne de spina bifida. En fait, occulta est le mot latin pour cacher, ce qui est approprié car de nombreux tests prénataux normaux utilisés pour diagnostiquer le spina bifida ne détectent pas le trouble car les déformations des tissus du bas du dos sont minuscules. Dans le spina bifida occulta, la moelle épinière et les tissus environnants ne poussent pas et aucun tissu n'est forcé dans les espaces entre les vertèbres. Étant donné que les nerfs rachidiens ne sont pas endommagés, les personnes atteintes de cette forme de trouble sont souvent asymptomatiques et la maladie n'est généralement découverte accidentellement que plus tard dans la vie. Tout au plus, les gens peuvent avoir des cheveux, une fossette ou une tache de naissance sur le dos au-dessus du site de la lésion. Maintenant, la cause exacte des trois types de spina bifida n'est pas connue, mais il existe des facteurs de risque connus comme une carence en folate ou en vitamine B9 pendant le développement du fœtus. Par conséquent, les vitamines prénatales comprennent l'acide folique, qui est la forme fabriquée du folate. Cependant, les malformations du développement qui causent le spina bifida surviennent souvent au cours de la 4e semaine de grossesse, qui est de 21 à 28 jours, et cela pourrait être avant qu'une femme ne sache qu'elle est même enceinte, et donc elle ne prend pas encore de vitamines prénatales.
Pour aider à lutter contre cela, les produits céréaliers enrichis comme les céréales de petit déjeuner à base de grains entiers contiennent de l'acide folique ajouté à la farine comme mesure préventive générale. D'autres facteurs de risque d'avoir un enfant atteint de spina bifida incluent un diabète mal contrôlé et la prise de médicaments qui interfèrent avec le métabolisme des folates, comme certains médicaments antiépileptiques. Le diagnostic de la forme la plus grave de spina bifida, qui est la myéloméningocèle, est souvent effectué avant la naissance en recherchant un niveau accru d'alpha-phytoprotéines ou AFP dans le sérum de la mère, ce qui peut se produire lorsque la peau entourant la colonne vertébrale du fœtus est manquante et que l'AFP s'infiltre dans le liquide amniotique et dans la circulation sanguine de la mère. L'AFP cependant peut également être élevé par d'autres conditions. Donc, afin d'obtenir un diagnostic plus précis, des tests sanguins supplémentaires pour la gonadotrophine chorionique humaine, ou HCG, l'inhibine A et l'estriol, ainsi qu'une échographie sont généralement effectués. Dans les cas plus graves, une amniosynthèse ou un échantillon est prélevé directement des sacs amniotiques entourant le fœtus. Peut être réalisé. Pour le traitement, une chirurgie prénatale est pratiquée pour fermer un myéloméningocèle, mais cette chirurgie peut être dangereuse pour le fœtus en développement ainsi que pour la mère. Dans les cas où la chirurgie postnatale est choisie, elle est souvent pratiquée dans les premiers jours de la vie d'un nourrisson afin de minimiser le risque d'infection comme la méningite. Même si la chirurgie réussit, les personnes atteintes de cette maladie ont généralement besoin d'interventions supplémentaires, telles qu'un cathétérisme urinaire pour aider à la miction et des béquilles ou des fauteuils roulants en cas de paralysie ou de faible tonus musculaire. Car les nerfs rachidiens endommagés ou sous-développés ne peuvent pas être réparés. Alors, pour résumer rapidement, les trois types de spina bifida sont le spina bifida occulta, qui est le plus courant et le moins grave, et le méningocèle, qui est le moins courant et généralement pas très grave, et le myéloméningocèle, qui est la forme la plus grave du spina bifida. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.